Donc, on est parti pour une session sur les containers. Dans Oracle Cloud, il faut savoir qu'il y a énormément de solutions autour des containers. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de voir aujourd'hui, container instance, comment on va l'utiliser. Et du coup, on fera l'exercice de le comparer à un moment donné à Kubernetes, euh, où on a une offre managée aussi dans Oracle Cloud, pour bien comprendre les différences et voir notamment que c'est beaucoup plus simple, mais forcément que c'est moins puissant. Et si c'est moins puissant, comment on fait lors des vrais projets? Ben, vous allez voir tout un tas de démos qui correspondent en fait à des proof of concept qu'on a fait pour des clients. Donc moi, effectivement, je travaille pour Europe, Middle East, Africa, dans des équipes d'experts centralisés. Et mon équipe, c'est Application Development. Alors c'est parti. On est parti pour un peu de théorie pendant 20-30 minutes et ensuite vous aurez beaucoup de démos live pour vous montrer des retours d'expérience de ce qu'on fait autour de services. OK. Un petit rappel pour commencer. Bon, ça, un slide vraiment classique pour rappeler qu'au départ, on avait des déploiements traditionnels voilà, sur un operating system, que rapidement, on a commencé à déployer sur des environnements virtualisés et que maintenant, on va avoir un container runtime. Alors, ça peut être, on a différents types de container runtime. Hein. Il peut y avoir Docker, Containerd, CRI-O, etc. Où là, finalement, le travail va consister à juste fabriquer un container et donc une image et à le déployer. Alors, si on regarde un petit peu les prévisions du Gartner, on voit qu'en 2026, il y aura plus de 90% des applications qui seront déployées sous forme containerisée. Alors, disons qu'il y aura beaucoup de containerisation. Et c'est vrai qu'une fois qu'on y a goûté à la containerisation avec Docker, on a vraiment plus envie d'arrêter parce que ça apporte énormément de services. Et à côté, donc sur la droite, on voit ici un service Kubernetes. Donc, container instance, c'est je déploie un container, c'est du serverless, je m'occupe de rien. Kubernetes, c'est je déploie aussi des containers, mais j'ai une notion de cluster. Okay. Donc, une notion de cluster, ça veut dire je vais gérer des déploiements sur un ensemble ici de worker nodes. Si on prend l'offre Managed Kubernetes, chaque worker node étant tout simplement une virtuelle machine sur laquelle les containers vont s'exécuter. Okay. Et là, je suis dans le monde Kubernetes. Un monde très puissant, mais qui va demander pas mal de connaissances. Ou à l'inverse, du côté de container instance, je m'occupe juste du container. Et c'est tout. Donc, il y a une grosse différence de connaissances entre les deux. Et qui dit, évidemment, connaissances à avoir, etc., dit que forcément, on va avoir des fonctionnalités plus évoluées du côté Kubernetes. Un des objectifs de cette présentation, c'est un peu de voir, on a un container, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi on le mettrait dans le container instance et pourquoi on ne le mettrait pas. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas le mettre et qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt aller vers Kubernetes. Okay. Ou pas. Ou à l'inverse, c'est trop compliqué. Pourquoi on va le mettre dans container instance plutôt que le mettre dans Kubernetes? Alors, vous pouvez déployer vos containers de façon très agile. Vous avez plusieurs solutions. On commence tout en bas par du IaaS, donc du compute, de la virtual machine. Sur Oracle Cloud Infrastructure, on a tout ce qu'il faut en IaaS et donc vous pouvez déployer vous-même des containers Docker ici. Ensuite, on a du serverless, où là, vous vous occupez pas de qu'est-ce qui va faire tourner vos containers. Donc, ça s'appelle container instance chez Oracle. C'est arrivé après Kubernetes, il faut le savoir. Et là, une offre serverless, un service maintenant à côté qui n'est pas aussi OCI Container Instance, mais qui s'appelle Managed Kubernetes avec deux versions. Alors, deux versions, j'ai une version où je gère moi-même les worker nodes, on appelle Managed, et j'ai une version avec des virtual nodes. Alors, juste pour faire la relation entre les différentes offres, il faut savoir que techniquement, sous les virtual nodes, on va avoir Container Instance. Voilà. Et donc, l'objectif de développer cette solution est qu'elle sert aussi dessous celle-là pour fournir un Kubernetes serverless pour le coup. Donc là, on a un Kubernetes managed où je gère moi-même les VM et là, on a un Kubernetes serverless où je gère rien. Okay. Et enfin, dans les containers, on a une dernière option qui sont des fonctions. Donc, je vais déployer mon container qui est une fonction. On a fait, vous pouvez aller voir la vidéo de l'événement de l'année dernière où je vous ai présenté ce qu'on faisait avec les fonctions.
Sur OCI, on a beaucoup d'utilisation de fonctions et de containers. Alors, si on devait comparer, et ça va être très rapide parce qu'on va plus s'y intéresser après, sachant que j'ai fait une vraie présentation là-dessus l'année dernière. Si on devait comparer container instance et fonction, ici, souvent, je démarre avec un événement et c'est très rapide. Je démarre, je traite, je me ferme, c'est fini. Ici, container instance, le container va pouvoir persister. Alors, ça peut être, par exemple, des REST API, mais pas ici. Ici, on a un temps d'exécution qui est très court et ça ne doit pas dépasser un certain temps. Souvent, c'est utilisé fonction pour les opérationnels. La principale démo que j'avais fait l'année dernière, c'est je trappe un événement d'un backup sur n'importe quoi, du volume, de la database, etc. La fonction est appelée, elle stocke le message de backup dans une Autonomous DB et ensuite je construis une interface sur Autonomous DB. Donc ici, plutôt pour les opérationnels, okay, sur événement, événementiel, ici, on va pouvoir tourner beaucoup plus longtemps. Okay. Container instance. Donc pour rappeler, c'est du serverless. C'est très la mode, le serverless. C'est vrai qu'ici, container instance, c'est serverless. Virtual node, c'est serverless. Fonction, c'est serverless. Okay. Donc évidemment, moins on s'occupe des ressources sur le cloud, plus c'est sympa, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui a une plus-value énorme que de s'occuper des ressources qui vont faire tourner le code. Ce qui est important, c'est le code. Donc c'est serverless, on ne s'occupe pas. On donne, on crée, ça s'installe quelque part et ça tourne tout seul. Ça se lance très rapidement. On peut effectivement déployer ça avec des volumétries assez importantes, parce qu'on voit qu'on peut atteindre 128 vCPU et 1 Tera de mémoire. 128 au CPU, ça représente sur le cloud Oracle en fait 64, ce qu'on appelle Oracle CPU. On a mis vCPU pour que vous ayez une idée par rapport aux autres cloud providers. 64 OCPU sur Oracle, parce qu'un OCPU sur Oracle, c'est 2 threads, et donc c'est 2 vCPU. Donc au maximum, on pourra créer un container instance à 64 OCPU, ce qui correspondra à 128 vCPU. Okay. Le même prix que du IaaS, c'est-à-dire il n'y a aucun prix additionnel pour utiliser ce service. Ça, c'est un point vraiment important, parce que énormément de services chez Oracle ont cette philosophie. C'est-à-dire qu'on apporte un service managé, la container instance, et malgré tout, on ne paye rien de plus que si on avait une VM avec du IaaS. Donc c'est très intéressant, parce que le prix du IaaS sur OCI est très très bas, très compétitif, et ça veut dire que du coup, Container Instance va bénéficier de ces prix très agressifs. Alors c'est exactement pareil, d'accord, je prends un autre exemple, mais on va le trouver partout. Si je prends mon Kubernetes Manager Node, eh bien, les worker nodes qui tournent dans des node pools sur Kubernetes, ce sont des simples VM et je ne vais pas facturer Kubernetes. Je vais facturer juste les VM qui exécutent les containers. Là encore, un service managé au prix du IaaS. Alors ça, c'est vraiment l'idée qui fait que d'un point de vue prix, on est très agressif sur ce type de service tout simplement parce qu'on les facture comme du IaaS et on sait très bien que sur les clouds, le IaaS, c'est vraiment pas cher et c'est donné. Alors, un container instance, si on regarde, vous voyez que tout ce que gère Oracle, donc vous ne gérez pas tout ça, tout ce qui est en bleu. Nous, on va gérer, et vous allez gérer que ce qui est en gris. C'est-à-dire, vous allez principalement vous occuper de créer l'image Docker. Okay. Il peut y avoir donc un container instance, il peut y avoir N containers dedans. Donc, soit un container, soit N, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Vous allez choisir sur quel type de VM vous allez déployer. Vous allez choisir le nombre de CPU, la mémoire. Vous aurez 15 GB de stockage éphémère sans prix additionnel. Okay. Généralement, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de choses de stockage pour le code. Ça se lance très rapidement, soit via la console web du cloud, soit je vais utiliser les API. Donc, vous savez que tous les services cloud sont accessibles via les API. On les utilise rarement en direct, tout simplement parce que c'est assez verbeux et il y a des notions de sécurité avec un token qu'il faut d'abord récupérer en termes de sécurité avant d'appeler l'API. C'est assez verbeux, donc on utilise beaucoup plus ce qu'on appelle la Command Line Interface du cloud qui s'appelle OCI CLI. C'est OCI, d'accord. OCI CLI, c'est du code Python, donc très haut niveau. Par exemple, OCI Container Instance, liste-moi, donne-moi la liste des containers instances. C'est vraiment très rapide. Et on va utiliser un autre produit open source de la société HashiCorp, Terraform, alors, dont la licence vient de changer. Donc ça, c'est un petit peu sujet
à émotion aujourd'hui dans le monde informatique, mais c'est encore utilisable, voilà. Et c'est vraiment un super produit. Vous allez voir, moi, je l'utilise beaucoup aujourd'hui. On peut avoir plusieurs containers par instance. Bien sûr, Container Instance va aller chercher une image Docker n'importe où. Alors, n'importe où, ça veut dire sur le Docker Hub, etc. Mais ça peut être aussi sur OCI, Oracle Cloud Infrastructure Registry. Donc, on a une registry Docker présente. L'intérêt de l'utiliser, qu'est-ce que ça va être si on utilise Container Instance? Eh bien, c'est que les registries Docker ici sur le Cloud RAD sont colocalisés avec les autres services Oracle. Et pour le coup, lorsque un container instance va aller chercher une image sur une registrie, ça va être très, très, très rapide. Vous n'allez pas traverser Internet. Voilà. Ceci dit, c'est un avantage, mais pas si énorme. Vous pouvez utiliser n'importe quelle registrie que vous connaissez. Et on va avoir des configurations optionnelles que je vais vous montrer en détail. Tout ça s'intègre bien évidemment par rapport à la sécurité et au networking et à l'observation dans le Cloud Oracle. Okay, donc tout ça est très secure. Vous allez avoir besoin pour déployer un container instance de ce qu'on appelle un Virtual Cloud Network. Donc ça, c'est du réseau. Donc un réseau qui va définir un certain nombre de plages d'adresses IP qui généralement va contenir des sous-réseaux publics ou privés, okay, dans lesquels vous allez déployer votre container instance. Tout ça va être géré évidemment par l'IAM Access Control, donc pour les droits, les utilisateurs, qui a le droit de créer, de détruire des containers instances, tout ça, c'est géré via des politiques de sécurité. Et on va avoir des métriques et du log. OK. Alors, on arrive un petit peu dans le détail. J'ai dit, un container instance, ça peut être dans un subnet privé ou dans un subnet public. Si je crée un container instance dans un subnet privé, ça veut dire qu'il ne sera pas accessible. Donc là, en gros, j'ai un Virtual Cloud Network qui s'appelle MyVCN in Paris, sur mon tenant de Paris, qui possède deux subnets, un subnet privé, un subnet public. Si je crée ma container instance dans un subnet privé, je n'ai évidemment qu'une adresse IP privée. À partir de ce moment-là, ma container instance n'est pas accessible depuis Internet. OK? Donc là, je ne peux pas y accéder directement. Okay, elle est accessible depuis le Cloud Oracle. Alors, si je crée des choses dans le même private subnet, c'est accessible. Et ensuite, si je mets des règles de communication entre les sous-réseaux, je vais pouvoir l'accéder depuis un autre sous-réseau. Mais ça va être à moi de faire du travail. Donc ça, c'est vraiment bien isolé. Deuxième point, je peux créer ma container instance dans un public subnet. Dans ce cas-là, j'ai une adresse IP publique. Ça me permet du coup de taper directement dessus et d'appeler mon container. Okay. Donc ça, j'expose généralement l'adresse IP publique. Alors, je ne vais généralement pas l'utiliser telle quelle, l'adresse IP publique. Je vais plutôt utiliser OCI DNS pour créer un nom de domaine. Exemple, monservice.com sur OCI DNS. Monservice.com sur OCI DNS va pointer sur cette adresse IP publique. Et sachant qu'ensuite OCI DNS n'est pas visible publiquement, je vais devoir créer un nom de domaine public, par exemple GoDaddy, que je vais relier au serveur DNS Oracle. Et à partir de ce moment-là, je pourrai appeler mon container instance avec un nom de domaine, myservice.com, okay, puisque j'aurai mon nom de domaine public, par exemple, de GoDaddy, qui atteindra le DNS Oracle, OCI DNS, qui atteindra l'adresse IP. Voilà. Donc en général, je n'utilise pas l'adresse IP en direct, bien évidemment. Je vais choisir ensuite des listes de SHEP. Okay. Alors, on voit que dans les SHEP, je vais pouvoir prendre des SHEP AMD. Alors, on a dans More SHEP Option, on a les anciennes SHEP AMD qui sont des E3. Aujourd'hui, en standard, les SHEP AMD, ce sont des E4 Flex. Bientôt arriveront les nouvelles SHEP, parce qu'on a sur la partie Compute, on a les nouvelles SHEP AMD qui sont des E5. Okay. Et je vais aussi avoir la possibilité de prendre des shapes Ampère. Okay. Quand je choisis ma shape, je donne un certain nombre d'OCPU. On voit que je peux aller jusqu'à 64 OCPU, donc 64 x 2 égale 128 vCPU. Et on voit que je peux aller à 1 Tera de mémoire. Donc là, on voit que pour un container Docker, hein, c'est énorme. Donc on a vraiment une grosse marge de manœuvre en termes de CPU et de mémoire pour mettre à disposition d'un container ou de N containers pour créer justement ce container instance. Okay.
Ensuite, on va choisir le container. Donc, je choisis ici l'image du container que je choisis dans une registry, Docker Hub ou alors aussi iContainer Registry. Je vais pouvoir aussi rentrer des variables d'environnement lorsque je vais. Alors, ces variables d'environnement, hein, la connaissance de base pour utiliser Container Instance, ce n'est pas compliqué. Il faut connaître Docker. Okay, tout simplement. Donc, ça, c'est un prérequis. Vous ne pouvez pas utiliser Container Instance si vous ne connaissez pas Docker. Ici, tout simplement, parce que si vous connaissez Docker, vous allez faire le mapping. Si je fais un Docker run, mon image, -e, environnement, je donne ma variable égale valeur, et bien c'est ici que je vais rentrer ma variable égale valeur. Donc c'est exactement comme dans Docker. Je peux rajouter un autre container, container 1, container 2, container n, etc., etc., avec ses propres variables d'environnement. Donc là, c'est vraiment du full Docker. Une fois que j'en ai utilisé, défini un ou deux, je peux définir et limiter des ressources. Alors, si j'en mets qu'un, forcément, j'ai un seul container qui s'exécute dans un container instance, il va prendre la totalité de ce qui est dispo, donc toute la CPU et la mémoire s'il veut. Maintenant, si j'en mets plusieurs, j'ai la possibilité de définir des limites. Imaginons, j'en mets deux, et sur une shape qui a 4 vCPU et 32 gigas. Eh bien, je peux dire que le premier container il va utiliser 2 vCPU et 16, et le suivant va utiliser 2 vCPU et 16. Donc là, je vais définir des limites de ressources de manière absolue. Je peux définir aussi des limites de ressources de manière en pourcentage. D'accord? Donc là, par exemple, sur la copie d'écran, j'ai un seul container c'est un container instance, donc j'ai 100% pour le vCPU, 100% pour la mémoire. Si j'en avais mis deux, je pourrais décider de mettre 75% et 75% pour le premier, 25%, 25% pour le deuxième. Donc c'est moi qui décide de mettre des limites sur les ressources si j'ai envie de répartir, évidemment, des ressources de façon différente selon les containers d'un container instance. Autre point, Startup Option. Alors là, on est vraiment, encore une fois, dans des notions de Docker. C'est-à-dire, je me retrouve avec des Startup Options comme dans Docker. Je vais pouvoir configurer la Working Directory, un entry point ou des variables ici à donner en commande argument. Tout simplement, là, on est vraiment dans des variables du Docker Run, etc. C'est exactement la même chose. Okay, je ne suis pas obligé d'utiliser ça. La plupart du temps, je peux avoir défini ça comme un point d'entrée directement dans mon image et je n'ai pas besoin de repréciser ce point ici. Okay. Dernier onglet sur la sécurité, soit je peux tourner effectivement mon container Docker comme étant un non-root user ou pas. Si c'est un non-root user, je vais devoir indiquer l'user ID et le group ID. Okay. Et je vais aussi pouvoir définir ce qu'on appelle des Linux capabilities. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est simplement le droit pour des non-root users d'exécuter des opérations à privilège, okay, qui sont liées aux root permissions. Okay, donc, ça, c'est du classique aussi. Il y aura une démo, vous allez comprendre. J'ai dû utiliser ça dans une démo. Donc, vous verrez un exemple concret, ça sera un petit peu plus parlant que juste la théorie. Okay. On a des métriques. Donc là, CPU utilisation, OK, memory utilisation pour un container, et on a un total de la CPU use depuis le début. Donc c'est vraiment les deux premières qui sont le plus souvent utilisées, total de la mémoire utilisée depuis le début, et on a aussi une info sur l'ephemeral storage qui est utilisé par le container. On a jusqu'à 15 gigas gratuits. Après ça, les containers, enfin le stockage, ça ne vaut rien. Okay. On a aussi des logs, donc on peut voir les logs. Alors ici, vous voyez un log d'un container. Bon, vous reconnaissez Spring, c'est un container avec du Spring Boot. Okay, donc, tout simplement. Alors, donc si on a vu, je peux créer une container instance avec, je supporte des AMD E3, E4, des ARM Shape, je peux donner des CPU et de la mémoire, j'ai du ephemeral storage, OK. Alors, qu'est-ce que j'aimerais avoir en plus? Alors, c'est là que c'est intéressant, parce que voilà la liste des features qui pourraient être utiles, mais qui ne sont pas là. Alors, c'est quoi? Pourquoi faire cette liste? Alors, déjà, il y a sûrement une bonne partie de ces features qui sont dans la roadmap et qui vont arriver. Malheureusement, chez Oracle, c'est un petit peu compliqué de communiquer sur les features de la roadmap, donc je vous ai mis peut-être dans la roadmap ou pas. Okay. On pourrait supporter davantage de shapes, notamment avoir la possibilité d'utiliser des CPU Intel ou des shapes avec du GPU. Okay. Donc ça, on ne l'a pas.
On pourrait aussi utiliser des persistants de volume, c'est-à-dire être capable d'utiliser au niveau voilà, du cloud Oracle, vous savez qu'il y a différents types de storage, de l'object storage, du block storage, du file storage. Okay, et on a la possibilité, on ne peut pas les utiliser en direct, donc on va pouvoir les utiliser, mais d'une façon détournée, c'est-à-dire qu'on n'y a pas accès nativement depuis Container Instance. De la même façon, subcore allocation, c'est vrai que vous avez vu que lorsqu'on définissait les paramètres de la shape, le minimum que j'avais, c'était 1 au CPU et 1 giga de mémoire. C'est vrai que des fois, des containers Docker ont besoin de largement moins que ça. Docker, c'est très, très rapide, c'est très peu consommateur en ressources, et il se peut que j'ai besoin moins que ça. On pourra avoir besoin de configurer du stockage éphémère, un peu plus gros. On pourra avoir besoin de CPU bursting, c'est-à-dire j'ai créé un container instance à 1 au CPU et je voudrais le passer à 2. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire quoi? On est dans du serverless, donc ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire un update et passer de 1 au CPU à 2 au CPU. Je vais devoir faire un delete et create. Okay, donc, ça aussi, on aimerait avoir cette fonctionnalité qui permet d'augmenter le CPU sur un container instance. Alors maintenant, c'est du serverless et on va devoir faire create, delete, create. OK, ça démarre vite comparé au VM. On peut les créer via la console, la CLI, les API Terraform, OK, etc., etc. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Alors, on aimerait avoir de l'autoscaling. Aujourd'hui, on n'a pas d'autoscaling. OK. Sur les logs, on aimerait avoir du tel et du stream. On n'a pas. On n'a pas d'intégration non plus avec le load balancer. Alors là, je suis en train de faire l'inventaire de pourquoi ne pas l'utiliser. Et ce n'est pas vraiment, parce que vous allez voir qu'il y a du suspense dans cette présentation, c'est qu'en fait, le suspense, c'est la créativité de l'architecte. Et il y a un moment donné, on va être capable de compenser ce type de fonctionnalité grâce à d'autres éléments du cloud nativement. Okay. En sécurité, on aimerait bien aussi avoir accès au Vault. Alors, Vault, c'est l'endroit où on va stocker, par exemple, si mon container instance travaille avec une DB, MySQL, Postgres ou OracleDB, puisque sur le cloud, on a ces 3 services managés, j'aimerais bien stocker mon password dans un secret et pas l'avoir au niveau de l'image ou pas le donner en clair en paramètres. Et ça serait top. C'est prévu plus tard. Et une intégration avec OCI Logging. OCI Logging, c'est le service de gestion des logs de Oracle Cloud Infrastructure. Donc, je n'ai pas une intégration native non plus. On verra comment ça arrange. Et on aimerait bien aussi avoir des containers level métriques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des métriques au niveau de container instance, mais je n'ai pas les métriques au niveau des containers, sachant qu'un container instance, c'est un N container. Okay, donc, plein de choses qu'on aimerait avoir. Bon, faisons une petite comparaison maintenant, du coup, par rapport à OKE, à Kubernetes, en étant dans l'optique de se dire, OK, de toute manière, moi, je sais que je vais faire de la containerisation, j'ai plein de possibilités. Je peux faire une fonction, je peux faire du container instance, je peux faire de l'OKE, je peux déployer moi-même sur une VM avec du Docker. Et qu'est-ce qui va faire que je vais prendre une solution ou l'autre? Et là, on va comparer principalement, alors à la main sur du IaaS, OK, on peut faire, mais ça n'apporte pas grand-chose en termes de plus-value. Il n'y a pas vraiment de plus-value. Donc, du coup, on va se poser la question, container instance ou OKE. Alors, sur OKE, on a 2 offres. On a l'offre Managed Node. Donc là, on a des virtual machines qui tournent comme dans container instance. Celles-là, on les voit, alors que dans container instance, c'est vraiment caché. OK. Et on va avoir la partie serverless, où dans ce cas-là, j'ai mon virtual node, c'est du container instance. OK. Alors, mais OKE, avec Kubernetes, va amener des fonctionnalités supplémentaires. La comparaison qu'on va faire, elle va être plutôt par rapport à Managed Node, parce que lui, il n'a aucune limite en termes de fonctionnalité, alors que ce Kubernetes Virtual Node, qui finalement dessous a des containers instances, va de facto récupérer des limites dues à un container instance. Okay, donc, on va comparer notamment OKE avec container instance. Alors, on voit qu'on a une intégration de OKE, de notre offre de Kubernetes Manager, avec plein de services Oracle. Et ça va être la vraie différence avec container instance. Tout d'abord, on a une intégration native avec OCI Load Balancer. Alors, si je regarde le fichier
de déploiement Kubernetes YAML. Ici, je vois que je crée un service de type load balancer et ça va créer automatiquement un load balancer sur le service networking load balancer. Donc ça, c'est top. Du coup, j'ai une intégration native entre Kubernetes et OCI load balancer. Sauf que il faut que je maîtrise comment on parle Kubernetes. Et voilà. Donc, il faut que je maîtrise tous ces YAML files. C'est bien ça le problème, c'est qu'il va falloir que je monte en compétence sur Kubernetes pour acquérir tout un ensemble ici de notions qui peuvent prendre du temps. Là où sur Container Instance, j'ai rien à faire. Donc ça, d'un côté, c'est puissant, beaucoup plus puissant. De l'autre côté, j'ai du boulot. Okay. Au point, j'ai une intégration native avec OCI Storage Block Volume. Okay. Alors, pour rappel, hein, sur OCI, j'ai Object Storage, c'est pour stocker des objets, principalement, par exemple, un gros backup, mais aussi des fichiers indépendamment. Mais c'est plutôt fait nativement pour stocker des gros backups. Je vais avoir Block Volume, bah, ça c'est pour stocker des blocs. Hein, donc ça, c'est souvent un block volume, c'est monté par une VM pour être utilisé comme un disque. Et je vais pouvoir l'utiliser depuis Kubernetes. Donc on voit qu'ici, depuis Kubernetes, je peux créer un block volume et l'utiliser depuis mon container Docker qui tourne dans Kubernetes. Ça, je ne vais pas pouvoir le faire avec Container Instance, mais je vais avoir d'autres façons de travailler. Je peux même faire du backup, c'est-à-dire définir le volume et définir au niveau de Kubernetes un backup. Donc ça, c'est vraiment top. Je vais avoir une intégration avec OCI File Storage. File Storage, c'est plutôt un service de partage de fichiers, voilà, qui va être visible depuis tout le monde. Et là, je peux le créer depuis Kubernetes, mais je peux aussi y accéder depuis l'extérieur. On verra comment. Soit l'Object Storage, on peut accéder en fait à ces systèmes depuis Container Instance, mais pas nativement. Donc on verra comment on se débrouille. C'est très très simple, vous allez voir. C'est toujours la même réponse, je vous la donnerai après. On peut avoir du subcore allocation. Alors c'est vrai que si on regarde ce fichier de déploiement, alors encore une fois, hein, c'est très verbeux, il faut maîtriser, mais on voit que sur un container, je vais définir exactement le CPU et la mémoire et que je peux être en dessous du, d'accord, je peux à 300 milli pour un vCPU, donc en dessous d'un vCPU. Alors que sur Container Instance, je suis à un CPU, 1 GB memory minimum. Okay. Donc là, effectivement, encore une différence. Parfois, des containers n'ont pas besoin de tant de puissance. Donc c'est un peu ici mettre un peu trop de puissance nécessaire à quelque chose qu'on n'aura pas besoin. Et du coup, voilà, ce n'est pas optimal sur cette partie-là. Et j'espère que ça sera une feature ce qu'on aura. Deux, on a sur OKE des autoscalers. Okay. Alors, on a trois types d'autoscalers sur le Kubernetes. On a un autoscaler horizontal. Ça veut dire là que le nombre de pods augmente régulièrement et c'est géré par Kubernetes. Par exemple, si j'ai un pod qui est en train de lire des messages dans une queue, si jamais il y a plus de 200 messages à lire, il va créer un pod supplémentaire. Ça, c'est un pod autoscaler horizontal. Un pod autoscaler vertical, c'est j'avais donné à mon pod un vCPU et un giga de RAM, je vais lui donner deux, des deux côtés. Et là, je vais... Voilà. Et enfin, je vais avoir le cluster autoscaler. Le cluster autoscaler, c'est, j'avais défini sur mon cluster des worker nodes, donc j'avais par exemple 6 VM à 2 CPU, et ben, il va me créer des nouvelles VM. Il va incorporer dans le node pool à disposition des containers. Donc là, il va créer de la ressource supplémentaire et généralement, on peut utiliser en associé l'horizontal pod autoscaler et le cluster autoscaler. Ça veut dire que là, Kubernetes demande à créer des pods supplémentaires. Vous savez comment ça se passe. Et puis, quand à un moment donné, il veut déployer un énième pod et il s'aperçoit, je suis désolé, j'ai plus de CPU. Dans ce cas-là, il va s'adresser au cluster autoscaler. OK, crée-moi de nouvelles VM et c'est ça que je vais utiliser pour les pods qui sont en attente. Voilà comment ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien, c'est très pratique. Aujourd'hui, on n'a pas d'autoscaling natif sur Container Instance, mais encore une fois, on peut être créatif. Okay. Le logging, c'est pareil. OKE logging est intégré quasiment nativement avec OCI Logging Analytics. Donc ça, c'est le logging sur OCI. On n'a pas ça sur Container Instance, mais encore une fois, on va être créatif. Vous allez voir, sur plein de projets, on va se débrouiller autrement. Okay.
On va avoir sur OKE, alors ça aussi, super sympa, on va avoir du Canary Deployment. Canary Deployment, parce que c'est bien sympa de déployer une application en V1. Mais on sait très bien que je vais passer de la V1 à la V2 et qu'à un moment donné, j'ai envie d'avoir ce qu'on appelle un déploiement Canary, c'est-à-dire d'envoyer par exemple 90% des utilisateurs sur la V1 et 10% des utilisateurs sur la V2. Je peux faire ça nativement avec Kubernetes et les services, nativement sans rien en plus, mais je vais devoir jouer sur le nombre de pods. Nombre de pods de la V1 et nombre de pods de la V2, donc c'est pas très, c'est pas forcément recommandé. On va plutôt, dans ce cas-là, installer au niveau de Kubernetes ce qu'on appelle un service mesh. Donc, vous avez le standard des services mesh, c'est Istio. Et Istio, lui, il va faire ça nativement. Vous voyez un déploiement ici, Istio, où j'envoie 90% en poids sur la V1 et 10% sur la V2. Alors, sauf que ça veut dire, OK, je sais faire un canary déploiement avec Kubernetes et Istio, mais je dois m'apprendre tout Kubernetes et je dois m'apprendre tout ce qui est un service mesh. Donc, j'ai un bon boulot, une bonne culture à faire. OK. Ici, container instance, je ne sais pas faire. Je ne sais pas passer de la V1 à la V2 parce que les updates, ça n'existe pas et je sais donc faire uniquement du delete create. OK. Alors, je vais devoir, éventuellement, si je veux avoir cette fonctionnalité, encore une fois, je vais devoir être créatif et on va voir comment on a fait avec les différents clients. OK. Donc, on arrive à la partie qui est comment je vais répondre finalement avec une offre qui est très, très simple, mais parfois sur des projets, j'ai des besoins, effectivement, un petit peu plus complexes, qui vont me demander, du coup, d'être créatif. Alors, et c'est vrai que je dois faire la part entre un Kubernetes avec un service mesh qui est ultra puissant et qui fait tout, et un container instance où j'ai juste à faire, pouf, mon container et c'est fini. Forcément, j'ai un gros gap de fonctionnalités, on a vu, hein, j'ai bien surligné en rouge les différences de fonctionnalités, et c'était volontaire, parce que c'est le travail qu'on fait quand on est en conférence, généralement, avec un client, et qui a des doutes sur quelle est la bonne cible. On va faire ce travail de comparaison en se disant, mais finalement, c'est quoi la meilleure solution? Okay. Et il arrive assez souvent qu'on choisisse Container Instance, malgré toutes les limitations que je vous ai présentées. Alors, la première façon eh bien, de surmonter finalement ces limites, c'est tout d'abord de faire ce qu'on appelle de l'infra as code et notamment d'utiliser un produit qui s'appelle Terraform. Avec Terraform, vous allez décrire l'ensemble des ressources du cloud à créer sous forme de fichiers .tf avec un langage qui s'appelle HCL, HICorp, configuration, OK, language, qui est un standard de fait qui va exister pour tous les cloud providers. Donc, la seule différence ici, vous voyez que je décris toute mon infrastructure sous forme de fichier. J'ai un provider qui est spécifique du cloud, donc je peux avoir utilisé le provider Oracle, OCI, et avec ça, je vais être capable de créer automatiquement des ressources. Voilà. Le premier point, c'est que de toute façon, j'avais besoin de faire ce travail parce que créer des ressources à la main sur les consoles web du cloud, ça n'a aucun sens. On ne peut pas reproduire, c'est sujet à des erreurs. Et donc, on va forcément faire ce qu'on appelle de l'infrastructure as code, et on va devoir se coder une configuration Terraform pour créer son container instance. Donc ça, mais qu'est-ce que ça va apporter en plus? Mais en fait, ça va apporter en plus le fait que Terraform connaît tous les composants qui ont été créés sur le cloud à partir d'une stack, parce qu'il va conserver ici un state, c'est-à-dire un état des lieux. Et ça, c'est top, parce que ça va lui permettre eh bien, de dire, par exemple, je vais pouvoir faire une configuration où je crée à la fois le réseau et ensuite je crée les containers instances dans le réseau que je viens de créer. Ou alors, je crée des containers instances et je les ajoute derrière un load balancer, parce que comme je viens de les créer dans un private subnet, ils ne sont pas accessibles, et donc je vais me dépêcher de les rendre accessibles via un load balancer. Mais ça veut dire que c'est moi qui vais coder la configuration Terraform. Sur le cloud Oracle, on a un service qui s'appelle OCI Resource Manager Stack. En fait, ça c'est un Terraform Managed Service. Ça ne va rien vous apporter en plus par rapport au produit open source qui est Terraform, si ce n'est, alors il y a une fonctionnalité qui permet de faire un différentiel entre ce qui existe et vos stacks, ça c'est sympa, mais ce n'est pas transcendant. Ceci dit, l'intérêt,
que j'utilise ici, c'est que je vais avoir la visualisation de tout ce qui a tourné. OK? Donc, je vais avoir la visualisation à chaque fois qu'une stack a tourné, qu'elle a été upgradée, chaque fois que quelqu'un a lancé, etc. Je vais avoir le résultat. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de suivre finalement les modifications de la stack au fur et à mesure. OK? Et en l'occurrence, une fois que la stack a tourné, bah, j'ai les stacks ressources qui me montrent qu'est-ce qui a été créé. Donc ça, c'est vraiment, ça, c'est sympa. OK? Donc, premier exemple, OK, j'ai dit, je crée des containers instances, je ne suis pas intégré avec le service load balancer. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser ici, tout simplement, une stack Terraform qui va faire le boulot pour nous. OK? Donc, si je fais ici sur mon Visual Studio Code, j'ai du Terraform. Hein. Alors, du Terraform, voilà, il faut se mettre à Terraform, de toute manière, c'est obligatoire de se mettre sur un produit d'infra as code, quel qu'il soit. Donc là, en l'occurrence, voilà, vous en avez un qui est un standard du marché. Donc j'ai deux, ici, j'ai ma stack Terraform. J'ai décrit mes containers instances et mon load balancer sous forme de fichier. Okay. Donc on voit que j'ai deux modules. J'ai un module container instance, j'ai un module load balancer. Ici, ce module container instance, si je regarde ici, cette ligne, elle décrit la création d'un container instance. Donc ça, c'est vraiment top. Okay. Et donc, elle va me permettre de décrire tout un ensemble, ici, d'éléments qui me permettent de créer au final un container instance. Et lorsqu'il va être créé, okay, je vais avoir un output, je vais pouvoir aller chercher des infos. Par exemple, donne-moi toute la liste des adresses IP. Par exemple, donne-moi toute la liste des adresses IP des containers instances que tu as créés. Okay. L'autre point important, quand on regarde ce fichier, simplement, j'ai count. C'est-à-dire que là, je peux donner un certain nombre ici de ressources à créer. Okay. Count ici. Donc, il ne va pas en créer qu'un, par exemple. Je peux créer 1, 2, 3, n container instance avec la même description. Donc, ça, c'est cool. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais passer entre les différents modules les informations. Et ça veut dire qu'ici, le load balancer que je vais créer, okay, eh bien, déclarera comme backend automatiquement les containers instances qui ont été créés. Voilà. Donc, en gros, ça va vraiment être très sympa parce que je décris les ressources et ensuite, j'ai fait des relations entre les ressources et notamment, je peux donner l'ensemble des listes des containers instances qui ont été créés à mon load balancer de façon à ce que celui-ci les déclare automatiquement comme backend. Alors ça va donner quoi au niveau de l'interface du cloud? Okay. Si je vais ici, Stack Resource Manager, parfait, j'ai ma stack ici, et effectivement, c'est le code, elle pointe sur un repository Git, c'est stack, vous voyez qu'il est là, repository Git, qui est là, ce repository Git, il est publié, il est là. Okay. Donc voilà la stack qui est là, qui est utilisable directement au niveau de Resource Manager Stack. Okay. J'ai un certain nombre de variables. Et là, en l'occurrence, je vois, j'ai créé et j'ai mis crée-moi 2 containers instances. Okay. La stack, elle a tourné. Si je regarde cette stack, elle s'est exécutée. Par exemple, la première fois, ici, elle s'est exécutée. Et lorsqu'elle s'est exécutée, voilà, j'ai le compte rendu, c'est top. Très bien, j'ai créé 2 ici container instance avec 2 adresses privées et ça s'est déclaré sur ce load balancer qui a cette adresse automatiquement. Et donc c'est là, du coup, j'ai plus besoin d'avoir cette intégration native avec OCI et load balancer puisque c'est la stack Terraform qui me fait l'intégration native. Okay. Et donc pour le coup, je me retrouve avec 2 container instances ici qui tournent. Okay. Derrière un load balancer. Alors ce load balancer, ok, il est networking, il va être là, il va être là, et il va avoir déclaré derrière lui okay, les 2 containers instances. Alors l'adresse du load balancer, ok, je ne vous la montre pas, du coup j'aurais dû le mettre. Elle est là, ce load balancer c'est myci scale, ok, il est là. Alors j'ai 2 méthodes ici, j'ai une méthode hello world, ok, et j'ai une méthode load. Ok. Alors, le load, elle fait quoi? Elle prend 500 millisecondes parce que je lui dis d'attendre 500 millisecondes.
simplement parce que j'ai envie de surcharger un peu l'activité de ces containers. Vous allez voir pourquoi plus tard. Et donc, j'ai deux containers instances qui tournent, un load balancer en frontal, et chaque fois que j'appelle cette URL, eh bien, je fais un load balancing avec un round robin. Un coup, je vais sur l'un, un coup, je vais sur l'autre. Voilà. Et là, ça met 500 millisecondes parce que j'ai dit au code, tu attends une demi-seconde. Et pour le coup, en faisant ça, je vais consommer de la ressource. Et vous allez voir que pour une démo à suivre, ça sera intéressant pour moi de consommer du CPU sur ces containers instances. OK. Donc finalement, j'ai pallié ici le manque d'intégration avec le load balancer par une stack Terraform. Et je peux faire varier instantanément, directement donc, au niveau de la stack, ici. Si j'ai envie d'en avoir 10, OK, donc je fais variable init variable 10, apply, et j'en ai 10 qui se déclarent automatiquement derrière le load balancer. Donc, hyper pratique. Okay. Donc, premier point, je vais utiliser donc, beaucoup d'infrastructures as code pour compenser le manque de features. Pour le Canary Deployment, c'est exactement pareil. Donc, ça, c'est marrant parce que c'est un projet. Alors, ça, c'est un projet. Le premier projet là, que je viens de vous montrer, c'est un projet avec un client qui fait du sniff de site web. C'est-à-dire, il a une offre où il va aller sniffer tous les prix des sites web. Et il est passé d'un cloud provider concurrent chez nous pour le pricing en utilisant cette notion donc, où je peux en créer autant que je veux et je vais aller sniffer tous les sites web pour aller chercher des prix qui intéressent mes clients. Celui-là, c'est un autre client. Il avait besoin d'avoir un Canary Deployment, mais on n'a pas cette fonctionnalité. Alors, comment on va faire? C'est très, très simple. Donc, c'est un grand club de football espagnol. Je dirais le nom, mais bon, il n'y en a pas 200 millions non plus. Donc, l'idée, c'était quoi? D'être capable de passer de la V1 à la V2. Alors, comment on va faire ça? Toujours pareil, on a du Terraform. Alors là, on voit qu'on a été un petit peu plus loin avec ce client, c'est-à-dire que non seulement j'ai créé container instance, N, en V1 et en V2, ça s'est intégré directement derrière le load balancer. J'ai déclaré le load balancer au niveau de l'API Gateway, d'accord? Donc, il va protéger les URL des API REST et j'ai déclaré le DNS qui pointe sur l'API Gateway. Donc, vous voyez que la conf ici, elle fait tout le boulot. Avec cette conf-là, j'ai juste besoin d'un nom de domaine public, exemple GoDaddy, d'accord? Je vais créer et je le relie GoDaddy, je donne les serveurs DNS d'Oracle et c'est fini. Donc, hyper pratique. Si je regarde Container Instance, la seule différence, vous allez voir, c'est très très simple. Encore une fois, je crée des containers instances en V1, je crée des containers instances en V2, et comme du coup, ils s'enregistrent derrière le load balancer, c'est moi qui fais varier. Imaginons au départ, j'ai 3 V1, puis j'intègre, je mets un V2 et je me retrouve avec un canary release où j'ai une requête sur 4 qui va sur la V2 et 3 sur la V1. Ça se passe bien sur la V2. Je mets 2 V2, 2 V1, ça se passe bien, je mets 3 V2, 1 V1, et à la fin, ça se passe bien, je mets 4 V2 ou 3 V2 et je mets plus 0 V1. Et donc, ça me permet tout simplement, en faisant varier la stack, eh bien, de faire un canary deployment et de changer du coup de la V1 à la V2 sans aucune interruption de service, alors que je ne fais que détruire et créer des containers. Donc, je n'ai pas d'update. J'ai pas d'update, mais comme c'est le load balancer qui me sert en frontal de protection, dès que je détruis une ressource, s'il veut aller dessus, il voit qu'elle n'est pas là, donc lui, il redéclenche son algorithme et il va chercher quelque chose qui est disponible. Et ça me permet, du coup, de pallier. Ça me permet de pallier. Ça me permet de pallier ça. Okay. Autre exemple, voilà, autoscale. Alors là, on va voir vraiment l'autoscale. Je vais le lancer. D'abord, je vais lancer un autoscale. Okay. Donc là, j'ai deux containers ici. Je vais laisser. OK, j'ai deux containers ici. Et voilà, je vais injecter sur l'URL MyCSQL. L'URL MyCSQL, elle est là. Okay. Donc, j'injecte dessus. L'objectif, c'est de mettre de la charge. Et puis, de me dire, puisqu'il y a trop de charge, ça serait bien que j'ai un autre container instance. Okay. Donc là, je peux lancer avec deux threads. J'ai deux threads qui appellent des requêtes sur finalement le load balancer qui pointe sur les containers instances. Donc, si j'envoie ça, voilà, j'envoie de la charge. OK, ça tourne, j'ai un throughput de 3, 4, voilà, 4 appels par seconde. OK, c'est parfait. Là, j'en ai deux, ça va générer, OK, c'est pas assez comme charge. Donc, je vais arrêter ici les charges. Je vais arrêter, clear, clear, et je vais mettre 6.
OK. 6. Et je vais démarrer. Voilà, j'envoie. Et là, je vais monter. Je vais monter à 10, voilà, 10 requêtes par seconde. Donc là, mes containers, ils vont commencer à être un peu surchargés parce que comme j'ai ajouté de la charge ici, factice, en conservant les threads et en attendant une demi-seconde, ça va faire monter la CPU. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là qu'on voit comment on est créatif sur une solution cloud. On voit que pour monter une solution d'autoscaling, eh ben, en fait, on peut faire la sienne à partir du moment où on va utiliser un certain nombre donc, de services à ma disposition. Alors, j'ai déjà ma stack qui est prête. Donc, la stack, je vous rappelle, si je modifie n, le nombre de containers instants s'adapte et j'ai n qui tourne. OK. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin d'une alarme. Très bien, je vais définir une alarme. Ici, ça tombe bien, j'ai alarme monitoring. J'ai une alarme qui est définie ici. Cette alarme, elle va regarder tous les containers instances qui s'appellent CINEM. Et si la valeur de CPU est supérieure à 80 pendant plus de 2 minutes, alors elle va se déclencher. Quand cette alarme va se déclencher, qu'est-ce qui va se passer? Okay. Cette alarme va se déclencher, je vais déclencher un événement et je vais atteindre un topic. Un topic, c'est une notification, c'est un autre service. Notre service, il est là, je peux faire open link, j'ai ce topic qui va être appelé voilà, de notification, ici. Et qu'est-ce que va faire ici ce topic? Il a deux fonctions, d'accord? Deux choses ont été abonnées. Un, il va envoyer un email sur ma boîte mail. Et deux, effectivement, il va activer une fonction. OK. Donc, il va activer cette fonction. Cette fonction, elle est là. Quel est le rôle de cette fonction? MyAutoScale App. Cette fonction, en réalité, elle a un rôle très, très simple. Elle va être appelée par la notification, elle va se déclencher, OK, et elle a pour objectif de modifier la stack. Donc, en gros, si elle reçoit une alarme de type j'ai besoin de scale out, elle va augmenter la stack de 1. Si elle reçoit une alarme en disant j'ai besoin de scale down, c'est si je suis inférieur à 40%, je vais en supprimer. Elle n'est pas active pour l'instant parce que je vous fais une démo, je n'ai pas le temps de tout faire. Donc, on va faire que du scale out. OK. Donc, cette fonction, elle va recevoir, elle va appeler la stack. La stack, elle va modifier la variable ici. Elle va passer, par exemple, de 2 à 3. Elle va exécuter la stack. Donc, pour le coup, je vais voir au niveau de la stack, dans les jobs, que ça tourne. Et je vais avoir un container instance ici ajouté. Je vais passer à 3. Et il va s'enregistrer directement sous le load balancer. OK? Et c'est comme ça que ça va scaler. Alors, on peut regarder un petit peu ici. Donc, je commence à passer au-dessus des 80% à cause de la charge, et je vais avoir un message un petit peu plus tard, on y reviendra. Donc, je vais avoir un message de scaling qui va me montrer comment finalement cette infrastructure va auto-scaler. Donc, je rappelle, je surveille l'activité CPU des containers instances. Dès que je dépasse 80, je publie un événement. Cet événement, OK, est déclenché par une alarme qui va rejoindre une notification. Cette notification va envoyer un email, déclencher une fonction. Cette fonction va modifier ma stack. En réalité, et c'est là où je voulais vous montrer la créativité, ce qui est assez incroyable sur ces offres de cloud provider, c'est qu'on a plein de services, c'est qu'ici, au niveau code, il n'y a rien. C'est-à-dire, la stack, je devais l'avoir. OK? Tout le reste, la fonction, OK, c'est moi qui l'ai développée, et elle va modifier ici la stack en utilisant ce qu'on appelle un SDK. Donc la fonction, elle est écrite en Python, elle va utiliser le Python SDK pour augmenter de 1 le paramètre sur la stack et la lancer. Mais en dehors de ça, c'est que du paramétrage, c'est-à-dire créer l'alarme, l'event, les notifications, et tout relié ensemble, c'est juste, je paramètre, je crée, clac, 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 et en 3 clics, c'est fait. Et c'est là qu'on va arriver à une solution d'autoscale, in et out, OK, qui n'existe pas initialement et qui va permettre, via l'agrégation d'un certain nombre de services, eh bien, de répondre à certains besoins qui sont assez élevés. Parce qu'en l'occurrence, là, moi, j'ai une implémentation du code d'autoscaling qui est là, mais je pourrais faire une implémentation plus complexe encore avec d'autres paramètres, etc. Je n'ai pas de limite par rapport à cette architecture. Alors, on va recevoir tout à l'heure l'autoscale out avec l'alarme, et puis vous verrez que effectivement, eh bien, le nombre de containers va augmenter.
Je continue mes démos pendant ce temps-là. Vous allez voir, ça va arriver. Autre cas, comment on va dépasser les limites des containers instances? On va les dépasser en utilisant les SDK. C'est-à-dire que tout ce que je ne pouvais pas utiliser en direct nativement, je vais l'utiliser via un SDK. Exemple, voilà, j'ai mon scale-out qui est arrivé. OK, donc ça, c'est parfait. Pour le coup, je vais pouvoir diminuer ici, j'ai plus besoin. Stop, clear, clear. Et je vais repasser à 2. Là, injecter. Donc là, j'ai mon scale-out qui est arrivé. Très bien. Et normalement, à un moment donné, je vais avoir un container instance qui va arriver là. Dès que l'événement va être trappé, etc. OK. Alors, autre démo, j'utilise des SDK. Donc, par exemple, je veux travailler avec l'object storage. OK. Je vais utiliser un SDK. Là, je peux travailler avec du code, du coup, avec tous les services Oracle. Donc, si j'ai développé mon image, par exemple, en Java, moi, j'ai utilisé le Java SDK. Exemple, je vais vous montrer ça ici. Donc, j'ai un container qui tourne, voilà, et j'utilise le Java SDK. Et par exemple, il va faire la liste de tous les containers instances d'un comportement. OK. Ensuite, il va prendre la liste de tous les containers. Et ensuite, il va aller chercher les logs de tous les containers pour les insérer dans un bucket. Et donc, c'est moi ici, avec un seul, donc ici, un seul container instance, ici, que je démarre, qui va s'appeler celui-là, start logall. OK. Avec lui, je vais être capable d'aller inspecter tous les containers instances qui tournent, okay, prendre tous les logs et les envoyer directement au niveau de ce bucket. Donc là, on a des fichiers d'export de logs de containers instances qui datent de 8h51. Normalement, 4h, on devrait avoir plutôt 14h ici, qui va s'afficher lorsque ça va se mettre à jour. Okay. Donc là, ce container, il démarre. Okay. De l'autre côté, ici, CINEM, vous voyez que l'autoscale a fonctionné. Regardez, je suis passé à 1, 2, 3. Donc j'en ai 3 au lieu de 2. Donc l'autoscale a fonctionné. Donc déjà, c'est réglé. Okay. Et si je continue, normalement, là, ici, l'autoscale a fonctionné. J'ai toujours 0% d'erreur et ça fonctionne très, très bien. D'accord. Là, j'ai diminué la charge et ça continue à tourner parfaitement. Okay. Donc j'ai 0% d'erreur. Et j'ai autoscalé. OK. Pour ce qui est de ce container qui s'est lancé, c'est log all. OK. Je vais voir dedans. Là, il est là. Je vois un container, log all. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? OK. Il déclenche Java SDK. Il va regarder tous les containers qui tournent et il va exporter les fichiers vers, ici, mon bucket. Si je refresh, ici, normalement, je devrais avoir des exports de log, voilà, qui datent, 14 heures, donc 2 heures de moins, qui viennent d'être tous mis à jour. Alors ça, c'était une demande d'un client de cette semaine qui voulait avoir, en fait, en se disant, moi c'est bien, je détruis des containers instances, vous voyez, delete, mais ça m'ennuie ici de perdre les logs. D'accord? Ah oui, oui, là, il est détruit, j'ai plus de log. Eh bien, avec cette solution, en 2 secondes, j'ai un container instance qui tourne et tous les logs sont conservés au niveau d'un bucket ici, Oracle. OK? Donc, vous voyez, très facile, je fais d'une pierre deux coups. Autre point sympa, OK, je peux avoir, si je veux, donc on va avoir encore notre démo, OK, donc du log dans PaperTrail, je peux loguer aussi dans PaperTrail. Donc en fait, le container qui envoie les fichiers de log, eh bien, il envoie directement les logs ici dans PaperTrail. OK. Comment? Tout simplement parce que j'ai fait une intégration avec un autre service cloud. Donc ça, c'est un point aussi. Comment je vais être capable de pallier un manque? Je ne suis pas obligé d'utiliser que des services Oracle. OK. Logback envoie les logs de ce container dans PaperTrail, qui est un service qui n'est pas Oracle. OK, bon, ça c'est cool. Je vais aussi avoir, alors, la compétition, j'ai une dernière démo, c'est très très rapide, parce que je vois que le temps s'écoule vite, c'est le prix, point barre, d'accord? Le prix, le prix, le prix. Et c'est comme ça, ici, qu'on va être capable de récupérer des workloads des cloud providers concurrents, parce qu'au niveau du prix, on est quasiment imbattable.
Pour ce qui est des use cases, on voit qu'on a différents types de use cases. Je voulais vous faire une démo par rapport à ce use case ici, qui est assez sympa. C'est, je vais utiliser Container Instance pour faire du CICD Build and Deploy, c'est-à-dire builder une application. Et ça, c'est vraiment très sympa. Pour le coup, je peux utiliser ici alors, je vais faire refresh. Je peux utiliser ici, vous voyez que j'ai refresh. Donc ici, j'ai une configuration, j'ai une organisation sur GitHub, je n'ai pas de runner. Ben, j'aimerais bien avoir un runner ici. OK. J'aimerais bien avoir un runner sur Container Instance parce que ça ne coûte pas cher. Du coup, j'ai déployé un Container Instance ici, qui est là. Alors, il n'est pas là, mais j'ai une stack ici qui va me permettre de le créer. OK. Donc, je vais open la stack qui permet de créer un runner. Voilà. Le temps que je récupère la main sur le terminal. S'il veut bien me donner la main. Je vais faire un peu. OK, j'avais le terminal ici. Donc, OK, j'ai loupé mon coup. Voilà. OK, bon, j'arrive pas à lancer le terminal. View, commande palette, Explorer, terminal. OK. OK. Pouf. Donc, j'initialise un certain nombre de variables d'environnement de sécurité. Là, c'est fait. Terraform, apply. Donc, je crée cette stack qui va me créer un runner sur Container Instance. Pouf, c'est parti. Yes. Donc, l'objectif ici, c'est de créer sur Container Instance un runner qui va me permettre en fait d'exécuter un workflow GitHub directement sur Container Instance. Et on est en plein sur ce use case-là. C'est-à-dire, ce use case, c'est DevOps, Automation. Je build des jobs sur Container Instance. Autre use case, les API. OK. Autre use case, etc. Vous voyez que les use cases sont assez classiques. C'est souvent automation, DevOps, c'est souvent API, microservices, OK, etc. OK. Donc, tous ces use cases ici qui sont indiqués, c'est souvent les API REST et ces workloads d'automation qui sont faits. OK. Donc là, je crée effectivement le container instance. En attendant que ça se crée, j'ai un dernier slide de ressources qui sont ici. OK. Et juste pour la conclusion, et je vous montrerai le résultat de la dernière démo, vous avez vu que Oracle Container Instance, c'est hyper facile à utiliser, très simple comparé à Kubernetes, avec tous ces fichiers de déploiement. Mais forcément, ça a beaucoup de fonctionnalités en moins comparé à Kubernetes. Et on va complémenter facilement ce manque, d'accord, grâce à des solutions open source ou autres solutions ou autres cloud services qu'on a à disposition sur OCI. Et pour le coup, c'est très, très bon marché. C'est vraiment, vraiment très, très bon marché. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Vous pouvez l'utiliser avec des free ARM check. Je vous rappelle, vous avez le droit à un certain nombre d'ARM check gratos. N'hésitez pas à aller voir ces démos sur ma chaîne YouTube. Je regarde un petit peu le résultat final. OK, le runner, il a tourné. Si je le regarde ici, on va le trouver, il est là. OK. Et j'ai fini dans quelques secondes. Je regarde ce runner, je regarde les logs. Il s'est inscrit directement automatiquement sur, ici, mon organisation GitHub. Je refresh, il est là. Je prends un workflow, ici, ce workflow, je l'exécute, je le run, et il va tourner, ici, si on regarde la description du workflow, il va tourner sur un container self-hosted, c'est-à-dire le mien, qui est en train de tourner sur Container Instance ici. Okay. Et normalement, si je refresh, il y a un moment donné, là, je vais voir Build, et je viens d'utiliser celui-là, effectivement, c'est le Container Instance pour tourner mon code GitHub. Et j'en ai terminé.